Je vous laisse entre les mains de Clément Fage, qui va me rejoindre sur scène pour une première table ronde qui portera sur les usages réels et actuels de l'intelligence artificielle, ainsi que les moyens mis en œuvre. Aujourd'hui, l'IA générative, elle se nourrit de tout ce qu'on lui donne. Donc, si on attend des collaborateurs qui utilisent soit le ChatGPT 3.5, soit leur abonnement à 20 $, ce qui n'est franchement pas une barrière à l'accès, pour le business, c'est dangereux. Parce que tout ce qui peut être dit sur l'entreprise, derrière, potentiellement arrivera dans une réponse d'une autre personne. Donc, il faut donner un cadre. Il faut conclure des deals avec ceux qui créent des IA. Et puis, surtout, en fait, expliquer à leurs collaborateurs de tester. Mais de tester pour n'importe quoi. Tester pour faire un compte-rendu de réunion d'abord, puis tester, pourquoi pas, pour faire un brainstorm, etc. Tester pour voir jusqu'où on peut aller et ce qu'on peut en faire. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut l'utiliser comme outil et pas comme une substitution à son travail. Ça, c'est la première chose. Et il y en a qui le font très bien. DocaPost le fait très bien. Leroy Merlin le fait très bien. Et du coup, ça lève les peurs. Et ça, c'est important. Lever les peurs. Parce qu'une fois qu'on a compris que cet outil nous aide et ne va pas nous remplacer, que dans les réponses qu'il va donner, parfois, il y a quand même des grosses dingueries, et qu'il faut le remettre en place en disant « c'est quand même pas terrible », eh bien, à ce moment-là, on se rend compte que c'est comme un super assistant et pas du tout son compétiteur. Ce que dit Marine est complètement, on le vit tous les jours, est très très juste. C'est pas parce qu'il y a une égalité d'opportunités que tout le monde obtiendra le même résultat. C'est toujours la même question. L'appréhension de ce sujet nécessite beaucoup de tests, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de formation. Ça, c'est vraiment un point clé. Déjà, les gens disent je pense que ça va changer le monde, mais j'en ai un peu peur. Mais ça traduit en effet ce besoin d'information et de formation. Maintenant, ce hype qu'on a sur l'IA est tout à fait justifié. Il y en a qui le sont moins, mais là, il y a un véritable alignement des étoiles. Pour parler de Sephora, la data est partout. Nous animons la plus belle et la plus grande communauté dans la beauté et le prestige, avec plus de 180 millions de membres de notre programme de fidélité, avec près de la moitié qui sont actifs régulièrement. On ne peut pas les connaître chacun individuellement. Et pourquoi il y a un alignement des étoiles aujourd'hui? C'est que, l'IA, on le pratique depuis plus de... J'ai retracé le premier chantier il y a plus de 12 ans. Donc, c'est pas il y a 68 ans, mais c'est déjà pas mal. Quel était le cas d'usage peut-être à l'époque? Justement, la personnalisation. Donc là, il y a un alignement des étoiles parce que vous avez maintenant des données qui sont disponibles. Et ça, c'est extraordinaire. C'est quand on a constitué un patrimoine d'informations, de connaissances, qu'on a fait tout un travail de consolidation de l'information, de sécurisation de l'information. On dispose donc d'un patrimoine de données structurées, non structurées, de documents d'information, de formation, qui est un vrai patrimoine, et qu'il y a des technologies qui sont disponibles et qui fonctionnent très très bien, et des talents qui sont capables de les exploiter correctement, mais surtout des problématiques business qui justifient l'utilisation au quotidien. Donc chez nous, pour prendre notre exemple, l'intelligence artificielle, elle est au cœur de pratiquement de la totalité des métiers de l'entreprise. Il y a les problématiques de personnalisation. Donc comment, et c'est le Graal que tout le monde dans cette communauté poursuit, c'est-à-dire comment adresser le bon message à la bonne personne au bon moment en fonction de son profil. Donc ça, c'est le premier des chantiers sur lesquels nous travaillons. Et dans ce cas-là, on a, vous savez, le test and learn dont vous parliez tout à l'heure. On ne peut pas se permettre de jouer avec nos clients, mais on a mis en place des process itératifs de tests et de déploiement, et on utilise le patrimoine exceptionnel de Sephora, que sont ses magasins et ses conseillères et conseillers sur le terrain, pour en permanence tester ces outils. Donc il y a la personnalisation, il y a l'expérience client elle-même, qui consiste de plus en plus, surtout pas en fait à remplacer nos conseillères, parce que c'est nos conseillères qui créent la relation avec nos clients, mais d'une certaine manière à les assister ou à les augmenter. C'est-à-dire on utilise l'IA, par exemple, pour leur permettre de régler des
des pain points assez simples. Une cliente étrangère qui ne parle pas ma langue, comment je fais pour l'accueillir? Eh bien, c'est mon app qui va m'aider à traduire et à lui faire une recommandation dans sa langue, etc. Ça va être des problématiques de formation, mais de personnalisation de la formation en fonction de l'axe sur lequel je suis spécialisé, de ce que je veux découvrir. Donc là, il y a tout un tas de sujets importants. Mais l'IA également, au niveau des problématiques médias, marketing, est un énorme chantier. Comment passer, et je vais offenser personne, d'une segmentation à l'ancienne à du véritable ciblage basé sur du scoring, des comportements, des analyses psychodémographiques, tout en respectant bien sûr tout un tas de règles éthiques, déontologiques et fondamentales. Mais comment passer à je mine du passé et je regarde l'avenir et je vais trouver de nouveaux clients. Et dans ce point de vue-là, je ne souscris pas à la vision qui est d'être peu ambitieux sur l'augmentation du business, parce que nous, on augmente la taille du gâteau quelque part. On va aller voir des nouveaux consommateurs grâce à ces outils. Peut-être, Assel, vous aviez commencé à mettre un petit peu des problématiques en avant. Il y a surtout celle de la valeur sur laquelle Oui, pour moi, c'est le sujet qu'on a dans les études. Je pense que c'est le sujet je vois ça plutôt comme une opportunité dans notre écosystème de reposer une question auquel on tourne depuis des décennies, c'est qui crée la valeur et qui la paye, et est-ce qu'on la paye au juste prix? Voilà, ça, c'est quand même un vrai sujet. Cette fameuse idée qui tue, elle vaut combien? Si par ailleurs, la réalisation, elle, est beaucoup plus automatisée. Donc, je me dis que c'est peut-être, je vous disais que l'occasion de remettre ça au centre du village, dans notre écosystème, c'est de se dire, en effet, cette valeur de l'idée par rapport à la production, ça, je pense que c'est un élément qui pourrait, si on sortait de cette séquence avec des vrais débats sereins sur ce sujet-là, ce serait pas mal. Dans les métiers, beaucoup d'entreprises parlent de copilotes, d'assistants. L'idée pour moi, c'est réellement ça, c'est d'assister chaque personne, c'est exactement ce qu'on a entendu au panel d'avant, d'assister chaque collaborateur dans son travail. C'est pas de le remplacer. Si je prends l'exemple, par exemple, pour un créa, encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire là où parfois on est pressé par le temps, là avoir un IA qui me permet de tester plus d'options, plus de possibilités, j'essaye qu'est-ce que ça donnerait avec ça, qu'est-ce que ça donnerait comme ceci. Donc de vraiment pouvoir tester à l'échelle les idées, là où on se serait limité sur le nombre de pistes ou le nombre d'essais, parce que soit c'était prenait trop de temps, eh bien on va pouvoir vraiment réduire. Mais par contre, ça reste toujours mes choix, ça reste toujours ma direction, et c'est toujours mes idées, et c'est ça qui est pour moi extrêmement clé en fait. Ce qui est très important dans la manière dont on travaille, c'est que l'IA nous permet de nous connecter beaucoup plus entre nous. C'est-à-dire qu'on travaille, quand je dis entre nous, c'est entre différents experts. La manière dont on va, et je rebondis sur ce que disait Sephora, la manière dont on va faire la segmentation, la manière dont on va la percevoir d'un point de vue média, va nous aider dans la manière dont on va créer et va nous aider aussi dans la manière dont on va produire. Et inversement, la manière dont on va gérer la production, on va mettre en ligne les différents contenus, va nous permettre d'apprendre sur la création, va nous permettre d'apprendre comment on gère la média. Et c'est en fait cette connectivité ou cette connexion entre les différents éléments, les différentes parties qui nous permet d'être encore plus performants. Je rebondis aussi sur ce que disait Marine. L'IA, c'est top parce qu'on est tous excités, bien évidemment. Ça nous permet d'être plus efficaces, ça nous permet d'être plus forts. Là où il est important, c'est de garder un peu de hauteur par rapport à tout ça. C'est-à-dire que c'est génial, on va faire plein de contenus, on va faire plein de choses intelligentes, mieux targetées, plus efficaces, etc. La crainte, c'est qu'on devienne justement dans l'abondance absolue. C'est-à-dire qu'on dit super, on va pouvoir faire plein de contenus, et comme on sait qu'on a des touchpoints qui se multiplient dans tous les sens, c'est de garder un peu de hauteur et de garder un petit peu la tête froide. Et on sait que les contenus aujourd'hui, on en a partout, ça va dans tous les sens. On sait très bien ceux qui marchent marchent pas et qui sont. Donc l'enjeu, et notamment chez Pop, c'est de s'assurer face à cet enjeu de sobriété un petit peu, de s'assurer que le contenu qu'on va créer, au lieu de chercher la course volume et de dire je vais faire en fait tous les contenus possibles et imaginables, de s'assurer que les contenus sont utiles, performants, efficaces et utiles pour la marque. La problématique, c'était d'être suffisamment représentatif des 5 millions de voyageurs que vous avez quotidiennement dans vos trains. J'imagine que vous êtes quand même un voyageur, vous n'êtes pas un voyageur lambda, François, mais vous êtes aussi quand même utilisateur du service. Mais voilà, c'était de réussir à représenter cette diversité mieux que simplement une dizaine de comédiens réunis sur un casting dans un seul lieu. Là, vraiment, il fallait utiliser l'IA pour rendre compte de toute cette diversité. Il y a de l'humain au début, sur toute la réflexion, il y a de l'humain à la fin. Moi, j'aime bien... On a comparé la révolution de l'IA à plusieurs révolutions. Moi, ça me fait assez souvent penser à, un peu plus loin dans le temps,
à la révolution agricole avec la mécanisation. On se dit grand gain de productivité, grand rendement, on va mettre moins de personnes dans les champs, moins de personnes qui vont souffrir, etc. Donc c'est important sur le volet productivité. On a la chance aujourd'hui, avec le recul aussi, de pouvoir se poser une question à l'aune de cette révolution, c'est mais pourquoi faire? En fait, pourquoi faire? Ça nous pose la question de l'éthique, de se dire on va produire plus, mais il faut qu'on puisse continuer à produire mieux si on continue à faire le parallèle avec le monde agricole. Et la deuxième chose qui m'intéresse, c'est quand on se pose la question de est-ce que ça va détruire des emplois, est-ce que ça va détruire des industries, etc. Cette révolution agricole, elle a ouvert le champ à de nouvelles manières de faire du business, elle a ouvert le champ aussi à une industrie agricole. Et la chance qu'on a aujourd'hui, je pense, c'est on est au tout début de cette révolution. Nous, en tant qu'industrie publicitaire et de communication, de se poser la question de comment on ne fait pas de la communication intensive et comment on continue à être obsédé par la qualité de ce qu'on produit. Et je passe la parole à François dessus parce que c'était aussi le cadre dans lequel ces images ont été produites. Parce qu'on avait une charte, j'espère que vous l'avez vu depuis que ça défile, face et profil. C'est pas un hasard en fait. C'était aussi une des problématiques en cherchant dans des images de stock, d'avoir quelque chose qui correspondait à notre charte. Et après, le plus long chez nous, ça a été les réunions pour discuter de l'impact éthique, social. Aujourd'hui, vraiment, ça c'est super, mais alors, le fait qu'on ait un cadre juridique d'utilisation d'images générées avec de l'IA pour les années à venir, c'est vraiment une grande tranquillité d'esprit pour nous. Parce qu'en fait, après, c'est aussi c'est un impact, c'est qu'il n'y a pas de fin en fait. J'ai même des problèmes avec mon brand center et ma médiathèque, c'est que je dois donner une fin d'utilisation et de renouvellement des droits auprès des comédiens, enfin des mannequins. Ça, c'est des petites nouveautés quand même. L'impact éthique était hyper important aussi parce qu'en tant que grande entreprise française, on fait travailler beaucoup de photographes. Nous, on s'est donné une règle, c'est du plus et pas du à la place de. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, s'il y a un impact, c'est plutôt sur l'achat d'images de stock. J'espère qu'il n'y a personne de Getty dans la salle, je suis désolé. Mais c'est vraiment là où, en fait, on va plutôt prendre le budget. En revanche, parce qu'on se dit ça ne va pas forcément remplacer des emplois. Je crois que ça dépend de nous. Hein. C'est-à-dire que je pourrais remettre tout mon budget photo uniquement là-dessus. Et si, en fait, à ce moment-là, ça peut abîmer des emplois. C'est une responsabilité aussi de se dire, en fait, je dois mesurer où je prends mon budget et comment je l'utilise. Donc nous, en fait, on n'a absolument pas coupé dans nos budgets photo et on s'est donné des règles. C'est-à-dire que là, vous ne voyez pas de train, vous ne voyez pas d'agent. Et on s'est dit, les assets propriétaires, les agents, ce sont des vrais agents. Les trains, ce sont des vrais trains, on ne les génère pas. Là, on fait de la production photo classique. Vraiment sur, du coup, les questions que pose spécifiquement l'IA générative, quels sont aussi un peu, voilà, donc François a eu l'occasion d'en citer quelques exemples. Est-ce que vous avez aussi des exemples à donner de questions qui sont posées? Je pense que les principales questions qu'on va avoir de notre côté, c'est est-ce que ça va remplacer, au final, le travail d'autres agences et de partenaires? Ce que je ne pense pas. Toujours cette notion de partenariat, etc. Et je pense aussi que ça pose la question de comment est-ce qu'on va, au début d'un projet, utiliser l'AI et l'utiliser notamment l'AI générative pour réinventer ce qu'on a besoin de dire ou ce qu'on a envie de dire. Être sûr qu'on va forcément avoir besoin d'humains derrière. Et le fait d'avoir pu générer autant de supports différents, ça nous a vraiment apporté ensuite une expertise sur lesquels ont le plus d'impact, lesquels on peut tester ensuite directement en médiat, et de ces résultats-là, comprendre ensuite par la creative efficiency lesquels on va garder et lesquels on ne va pas utiliser. Et tu es toujours dans un circuit de réadaptation. Ce qui est assez intéressant avec cet outil, la partie IA générative, évidemment, c'est quand même que l'exploitation à échelle est bénéficiaire. Pourquoi ? Parce que ce sont des systèmes qui se nourrissent évidemment de données en quantité et que nécessairement le système est de plus en plus intelligent empiriquement avec le travail et avec l'intervention humaine. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Auparavant, c'est finalement tout ce qu'on a dit. Nous, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle Pencil. C'est que comme le stylo, c'est finalement une façon d'augmenter le talent humain. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire qu'on n'est jamais aussi bon que la qualité de son input, d'une certaine façon. Quels sont les enjeux pour 2024 autour de Converge? Est-ce que on avait évoqué, je crois, la possibilité aussi pour les annonceurs et notamment les retailers que vous avez cités, qui eux ont beaucoup de données, contrairement au PGC, peut-être d'onboarder aussi leur data. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux de ce type?
Alors, il y a 3 enjeux principaux. Le premier, c'est effectivement pouvoir rentrer plus de données et pouvoir faire en sorte d'onboarder les données de nos annonceurs. On est capable de le faire. Et on est toujours dans la problématique, comment est-ce qu'on est sûr et certain qu'on est compliant en termes de sécurité et de privacy. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire et c'est un des enjeux principaux. Et comment pouvoir, pour reprendre ce que disait Sephora tout à l'heure, faire une segmentation client et la détailler et l'amener dans les canaux d'activation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est agrandir le nombre de canaux d'activation. Cette panel to activation, c'est quelque chose qui est relativement récent, relativement jeune. On le maîtrise très bien, mais tout le monde n'est pas forcément encore complètement prêt. Donc, on est en train de beaucoup travailler avec nos partenaires pour étendre ces sujets-là. Et le deuxième, c'est pouvoir encore faciliter l'accès à l'information et enrichir les sources et bien s'assurer que tout le monde comprend bien ce concept-là. Et je reprends un peu tout ce qu'il disait autour, et notamment l'aspect juridique, embarquer nos juridiques, embarquer l'ensemble de l'organisation. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et on a beaucoup de discussions autour de notre GPT, la gouvernance, les personnes et les outils, le tool. Ça, c'est ce sur quoi nous, on travaille énormément pour s'assurer que tout le monde comprend bien pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle nous permet d'être plus efficient, permet de prendre les bonnes décisions, et tout ça en respectant les contraintes du marché autour de la fin du third-party cookie et les contraintes de compliance. D'accord. Tout simplement, Mathieu, commencer avec vous sur tous ces enjeux de sécurité, tous ces enjeux qu'on a pu évoquer tout au long de cette matinée. C'est vraiment ce qui est au cœur, vous, des discussions que vous avez avec vos interlocuteurs et qui poussent justement ces marques à venir vous travailler avec vous? Oui. Merci. Non, mais l'IA générative, l'IA un peu plus traditionnelle, on l'entraîne avec ses propres données, donc on est en maîtrise. On crée son modèle. L'IA générative, on utilise des modèles. Et en fait, tout l'enjeu consiste à créer les mêmes conditions que dans l'IA traditionnelle, c'est-à-dire utiliser des modèles du marché, ChatGPT, Claude 3 qui est sorti avant-hier, Mistral, etc., en se disant, je le fais d'une manière 100% maîtrisée. Et en créant Adaptive AI, donc cette plateforme qui est faite pour être mise à disposition des entreprises, ce que j'ai souhaité, c'est créer les conditions d'une sécurité absolue dans l'utilisation du modèle. En gros, il y a 3 conditions. La première, c'est qu'il n'y a pas de fuite de données vers l'extérieur. Certains intervenants ont déjà abordé ça. La deuxième, c'est qu'il y a une exactitude absolue des réponses. Il n'y a pas d'invention. Et s'il n'y a pas d'invention, ça veut dire qu'on se base sur un savoir qui est absolument maîtrisé. Et donc, pas les données d'entraînement du modèle, pas ce que ChatGPT 4 Turbo a appris jusqu'en décembre 2023, mais sur ce que l'entreprise apporte en termes de corpus de connaissances, documents, data, tout ce qu'on peut imaginer. Et ça doit servir de socle de connaissances. Et à ce moment-là, l'IA générative devient comme l'IA classique, comme si c'était un modèle de l'entreprise. Et nous, ce qu'on propose avec Adaptive AI, c'est de mettre à disposition cette approche-là pour les entreprises pour qu'elles soient en parfaite maîtrise. Et ensuite, c'est un produit en SaaS qui s'utilise par les collaborateurs de l'entreprise. Et c'est ce qui a permis ensemble d'aller très vite sur le déploiement de sujets. C'est effectivement pour ça qu'on a travaillé avec Mathieu et Adaptive AI, de manière à permettre cette ébullition, cette émulation, cette acculturation des équipes à l'AI, mais tout en restant dans un cadre safe. Est-ce que programmer la diversité dans les outils eux-mêmes, est-ce que vous considérez que c'est une solution qui est intéressante ou est-ce qu'il n'y a pas là aussi un extrême qu'on doit éviter ? Oui, c'est clair que l'enjeu est de trouver un équilibre acceptable entre la représentativité des minorités et puis voilà. Donc il y a cet équilibre et dans tout le discours sur les IA, les IA génératives, la question de l'équilibre est un élément clé et on y reviendra probablement également sur l'IA Act qui permet effectivement de caler un peu cet équilibre. Moi, je pense que c'est pas du tout un extrême. Je pense que c'est une nécessité d'encoder la diversité dans les IA. Aujourd'hui, en France, on a une devise qui est celle de la liberté, égalité, fraternité. On la retrouve retranscrite dans la loi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ces valeurs-là, la diversité, l'inclusivité, elles doivent être encodées dans l'IA quand on voit l'impact que ça a dans les décisions et dans tous les secteurs clés de la société. Maintenant, je trouve que la réaction face à Gemini est un peu disproportionnée. Google a perdu 90 milliards de valorisation boursière. J'aimerais qu'on s'insurge autant quand on voit le manque de diversité aujourd'hui dans les IA. Je trouve que c'est une réaction assez disproportionnée. Ça va être corrigé. Comme vous le disiez, il y a aujourd'hui un problème d'équilibre entre l'équité et l'exactitude des informations dans
dans les modèles de Gemini, mais ils ont au moins, enfin c'est tout à leur honneur de faire l'effort d'essayer d'encoder cette diversité. C'est pas quelque chose de facile, mais quand quand on s'apercevait qu'OpenAI, par exemple, ne présentait que des personnes blanches dans des rôles professionnels et des personnes de couleur dans d'autres rôles spécifiques, on ne s'est pas plus offusqué que ça. On aurait dû s'offusquer. Donc je trouve qu'il faut encourager la démarche, il faut ajuster, mais je pense que c'est une bonne direction. Donc là, pour les maisons de disques, pour les créatifs, pour l'ensemble des industries créatives, il y a un enjeu, les métadonnées, la maîtrise des données qui sont absorbées, la labellisation, c'est-à-dire mentionner quand c'est de l'intelligence artificielle pour permettre, comme on mentionne par exemple sur les publicités dans un secteur que vous connaissez bien, quand les photos ont été retouchées. Donc c'est encore une question d'éthique. Donc toute cette chaîne-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'a dit l'IAAC? Il a dit petit 1, la transparence, petit 2, la valorisation des droits de propriété intellectuelle, une monétisation. Ça va passer par quoi? Est-ce que c'est une taxe streaming? Est-ce que c'est de la licence légale? Est-ce que c'est un système de licence en bloc? Mais il y a des actions qui ont été menées par le New York Times, comme vous le savez, par Elon Musk, on en a parlé, par tous les propriétaires de contenu, qui disent « stop, vous ne pouvez pas tout faire ». Ce n'est pas parce qu'il y a une exception de fouille que vous pouvez tout faire, parce qu'on doit valoriser la chaîne créative. Valoriser la chaîne créative, et on y revient à l'IA responsable, c'est l'IA responsable des créateurs de logiciels et de systèmes d'intelligence artificielle, l'IA responsable des acteurs de la filière, de l'ensemble des industries créatives, et aussi des utilisateurs, c'est-à-dire vous et moi. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'à peu près 75% de nos annonceurs dans le monde entier rentraient en fait dans une catégorie de gens qui n'avaient pas accès à des contenus créatifs et qui n'avaient pas accès aux images ou aux visuels dont ils auraient besoin pour ensuite se lancer de façon plus sérieuse dans la publicité. Et donc, en réponse à ça, on a lancé Image Generator, qui a été annoncé au cours de notre événement Unboxed à New York. Vraiment, le gros avantage, ça reste effectivement la rapidité de création, le fait que ce soit gratuit et directement disponible, et surtout le fait que ça puisse créer un tel volume de créatifs. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est des publicités qui peuvent rentrer dans un contexte d'optimisation. Au lieu de lancer une seule publicité ciblée pour tous, les annonceurs peuvent créer des publicités différentes en fonction des audiences, en fonction des contextes, et tout ça en quelques clics. L'IA va continuer à progresser à un rythme soutenu, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, et donc on va continuer à fournir des solutions qui vont permettre de faciliter la création d'assets publicitaires. Notre démarche va continuer à alterner un test et apprentissage en termes de création de contenu et en termes de création de format. Et nous allons aussi continuer à innover dans le domaine de l'interaction qu'on peut avoir avec ces IA, qui est aujourd'hui quelque chose d'assez nouveau. Gérer un prompt, ce n'est pas forcément quelque chose de très simple si on ne l'a jamais fait. C'est rigolo la première fois, mais ça prend un petit peu de temps. Donc ça aussi, c'est une partie de l'expérience qu'on pense qui a besoin d'avoir une révolution qui sera la bienvenue pour beaucoup d'annonceurs.